Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est vrai qu'on a une justice sociale qui fonctionne, un rapport de force entre les employeurs et les salariés qui est complètement déséquilibré. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va super bien. Et toi ? Ça va très bien. Là, à l'heure où on se parle, il est vendredi après-midi. Moi, j'ai du soleil qui touche mon bras. Il fait beau, mais pas trop chaud. Je le dis souvent, mais c'est pas de la flagornerie, c'est vrai. J'adore les moments de podcast. C'est des vraies pauses, moi, dans mes journées. Et là, moi, terminer un vendredi après-midi en discutant de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur avec toi, Élise, et d'en apprendre beaucoup, ça me ravit. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et tu es la bienvenue sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'effectivement, tous ces sujets sont importants pour tes auditeurs et pour tout le monde d'ailleurs. Donc, on va parler un peu de droit du travail et de start-up et c'est cool. Si vous avez lancé l'épisode, vous savez ce dont on va parler. On va parler de comment ne pas finir sur Balance ta startup. Oui, c'est un titre un tout petit peu clickbait, mais en vrai, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que je vais te laisser te présenter, mais tu es très connecté à ce mouvement-là. Donc, au-delà de ton activité d'avocate et ton activité de chef de cabinet d'avocate, donc en l'occurrence alchimiste, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'ensemble de ce que tu fais au quotidien et comment est-ce que tu es connecté à Balance ta startup et à ces sujets en fait? Oui, alors, donc moi je suis effectivement avocate spécialiste en droit du travail et je suis plutôt côté salarié. Donc j'assure la défense de salariés qui se font abusivement licenciés, qui sont victimes de violences au travail. Et il se trouve que j'ai été la figure un peu connue du compte Balance ta startup. Alors je suis pas du tout derrière ce compte, mais j'ai fait de l'accès au droit du travail pour les salariés sur le compte Balance ta startup à la demande de sa fondatrice. Et c'est vrai que comme j'étais le visage un peu connu sur Insta, je suis devenue un peu le porte-parole de ce mouvement-là pendant quelques temps, et avec beaucoup de plaisir et de conviction. Et puis, c'est vrai que j'ai l'occasion aussi régulièrement de travailler avec des startups qui peuvent me confier des enquêtes internes quand il y a des dénonciations de faits de harcèlement. Et je suis aussi l'autrice d'un bouquin qui s'appelle « Le manuel contre le harcèlement », qui est paru chez Hachette. Voilà. Et côté de Alchemist, vous êtes combien à l'heure où on se parle? Ça fonctionne comment? Alors là, on est 2 associés. Donc, je suis associée avec Alice, ma meilleure amie. Et nous avons 3 collaboratrices, bientôt un garçon aussi. Et oui, on va l'accueillir avec plaisir. Et 2 juristes. Voilà. C'est bien, moi je trouve qu'il y a un bel effort de diversité et d'inclusion, ça t'honore Élise, c'est bien ce que tu fais. Au-delà de cette petite blague, mais que je ne pouvais pas éviter, aujourd'hui, je vous le dis vraiment, sincèrement, ça me réjouit. Alors, pas que ça me réjouisse de parler de sujets qui sont peut-être douloureux, parce que les sujets de harcèlement, les sujets de tout ce qui fait qu'on termine sur Balance ta startup, c'est pas forcément des sujets qui sont sympas, loin de là. Mais par contre, je pense, c'est peut-être naïf de ma part, mais en tout cas, j'imagine que Élise, tu souscriras à ça, que le fait de faire de la prévention, de mieux comprendre et de prendre le truc à rebours, c'est-à-dire de voir tous les cas où ça se passe très très mal, où on pointe du doigt à juste titre les startups, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et du coup, de facto, comment on peut l'éviter, comment on peut repérer qu'il y a des signes avant-coureurs, bref, comment on fait pour ne pas terminer dans Balance ta startup. On est parti ? On est parti. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce que c'est que Balance ta startup? Je pense que c'est assez connu, mais c'est un compte Instagram, c'est un mouvement, il y a une espèce de signal d'alarme qui a été créé, une philosophie, mais est-ce que tu peux le présenter parce que tu le feras mieux que moi? Ouais, alors ça a commencé, ce mouvement a commencé par Balance ton agency en réalité, qui est la grande sœur de Balance ta startup dans le milieu de la com.
Et Balance ta startup, Balance ton agency a commencé à avoir pas mal de followers. Et moi, j'ai commencé en fait à connaître ce mouvement et y adhérer par Balance ton agency. Et ensuite, quand Balance ta startup a démarré, elle m'a contactée pour qu'on fasse aussi de l'accès au droit du travail. Mais à la base, c'est un mouvement de dénonciation de faits de violence au travail, du monde du travail, par secteur d'activité. Alors, c'est vrai que c'est de la dénonciation anonyme, donc ça pose nécessairement question, et moi, en tant qu'avocate, évidemment, je suis extrêmement attachée à la présomption d'innocence. Donc, t'imagines bien que je me suis posé beaucoup de... Enfin, ça m'a fait pas mal de nœuds au cerveau. Mais en réalité, c'est vrai qu'on a une justice sociale qui dysfonctionne, un rapport de force entre les employeurs et les salariés qui est complètement déséquilibré, et Balance ta startup, balance ton agency, enfin ce mouvement du MeToo au travail, c'est vraiment un cri de révolte des salariés pour dénoncer leurs conditions de travail parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Et il en est ressorti des trucs quand même assez positifs de ce mouvement, puisque tu vois, sur Balance ton agency, par exemple, il y a le syndicat des patrons d'agences de com qui ont contacté l'association féministe Les Lyonnes et Balance ton agency pour monter des accords d'entreprise, pour réfléchir à comment mieux protéger les salariés dans leur secteur d'activité. Donc, tu vois, il en est ressorti quand même des trucs assez positifs. Et sur les startups, c'est un milieu qui est assez hors scope justice sociale parce que, tu vois, avec le barème Macron qui plafonne le montant des indemnités en cas de licenciement abusif en fonction de l'ancienneté, nécessairement les startups qui sont souvent des boîtes nouvelles connaissent peu de risques contentieux. Donc ça a été aussi assez important. Et il y a pas mal de startups qui ont pris conscience de l'importance de la prévention du contentieux et de préserver leur marque employeur aussi. Parce que l'enjeu des startups, c'est quand même, je pense que tu ne me contrediras pas, aussi d'acquérir des talents. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui va regarder ce compte-là et qui se dit ah bah, du coup, je ne vais pas aller bosser là. Et puis, plus curieux, j'ai aussi été contactée par des fonds, des investisseurs qui me disaient voilà, moi, je voulais investir dans cette boîte qui a été épinglée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je me suis dit que ce mouvement, sa finalité, ça allait peut-être être que, en fait, le monde économique allait réguler ces situations de souffrance au travail. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai aussi des startups qui n'ont pas hésité à me confier des enquêtes internes quand il y a eu des dénonciations de faits de harcèlement chez elles. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que c'est un moyen aussi de trouver une solution RH intelligente. Parce que dans plein de dossiers, en fait, j'ai beaucoup de tendresse pour les patrons de startups qui ont mal agi parfois par méconnaissance complète, mais pas par mauvaise foi. Et c'est tellement dommage. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, sur des trucs cons, mais des clauses de forfait jour qui sont mal rédigées, des contrats de BSPCE complètement pourris, eh bien, tu peux te retrouver avec un gros risque contentieux et ça peut vraiment peser sur une boîte en pleine croissance. Alors, bon, on va voir justement pour aborder tout cela en détail et de la manière la plus pragmatique possible. Moi, je suis assez content parce que j'ai une connaissance juridique légale qui est assez faible, donc je suis, je pense, la meilleure personne pour te poser des questions assez naïves et que tu vas pouvoir m'apprendre beaucoup de choses. Donc, on reprend juste pour bien remettre les choses. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on a donc le mouvement MeToo qui a été en France, Balance ton port, qui a donné donc qui a été un peu un cri de révolte parce que le système judiciaire ne fonctionnait pas en fait tout simplement et qu'il a fallu trouver des solutions alternatives. Après voilà, plein de débats sur ce sujet, mais c'est encore un autre sujet. Dont s'est inspiré Balance ton agency pour mettre en avant des choses qui dysfonctionnaient et qui étaient aussi pas soutenues par le système judiciaire, en tout cas pas assez, qui a été dans le prolongement Balance ta startup. Donc peut-être, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Parce que nous, on n'a malheureusement pas, en tout cas moi, je n'ai pas de vision peut-être claire. De quoi on parle en termes je sais pas, de statistiques sur justement des problèmes dans le monde du travail? Alors peut-être au global, j'imagine qu'il n'y a pas de stats spécifiques start-up, mais en gros, si on parle de harcèlement, de mal-être au travail, de souffrance au travail, on en est où là, à l'heure où on se parle? Alors, les statistiques, c'est compliqué. Donc, il y en a deux qui sont assez marquantes. C'est 30% des salariés en France s'estiment victimes d'agissements hostiles de leur employeur.
Ça fait 8 millions de salariés. Donc c'est fou. Et tu as 34% des femmes qui déclarent avoir été victimes au cours de leur carrière d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel. Donc c'est pareil, 8 millions. Donc tu vois, le scope des victimes est hyper large. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffre spécifique à la start-up. Et d'autant plus qu'il y a peu de contentieux contre les startups, étant donné la mise en place du barème Macron qui limite l'indemnisation en fonction de l'ancienneté. Ouais, et ça, juste un tout petit mot, parce que je ne le connais pas en détail, parce que c'est intéressant. Tu nous parles en gros d'un outil qui a été mis en place qui, de facto, si je l'entends bien, décourage les employés de start-up d'agir contre leur employeur, ou en tout cas d'ouvrir un contentieux contre leur employeur, parce que quoi? Parce que ça n'en vaut pas la chandelle? Tu peux me l'expliquer? Ça n'en vaut pas la chandelle, en fait. Si tu as moins de 2 ans d'ancienneté, en fait, avant l'instauration du barème Macron, tu avais au minimum 6 mois de salaire d'indemnisation en cas de licenciement abusif. Là, aujourd'hui, si tu as 2 ans d'ancienneté, tu auras entre 1 et 3 mois, max. Voilà. Et avec des procédures qui durent... alors, tu vois, à Nanterre, tu mets 45 mois pour avoir une date d'audience, par exemple. Donc là, en ce moment, si tu saisis un truc maintenant, t'es en fin 2025, quoi. Ouais. Donc c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, le nombre de requêtes devant les conseils de prud'homme en France a été divisé par 2 en 10 ans. Alors que tu vois que les chiffres sur la souffrance au travail sont en hausse constante. Ouais, donc là, on est en plein dans le système judiciaire qui, malheureusement, à l'instant où on se parle, ne fonctionne pas bien pour ces cas-là, parce que effectivement, moi, je me suis fait virer pour aucune raison valable par mon employeur en start-up. La réalité des faits, c'est que je vais aller me battre en justice avec les frais et le stress et le temps que ça prend pour peut-être quelques milliers d'euros, parce que ça correspond à un mois ou deux, c'est ça? Ouais, voilà, tu vas avoir 1 mois, 2 mois. Si tu as retrouvé un emploi, ça va être compliqué. D'avoir une indemnisation. Et puis, autre chiffre assez marquant, c'est qu'en 2019, la condamnation moyenne d'un harcèlement moral devant la justice, c'est 7 100 euros. Ouais. Tu vois, c'est rien. Donc, c'est compliqué. Et ce barème fait aussi que nous, avocats de salariés, on est obligés d'aller chercher d'autres stratégies pour essayer de sortir du barème Macron. Donc, typiquement, d'aller chercher un harcèlement. Alors que parfois, tu vois, on n'aurait pas qualifié les faits de harcèlement pour essayer de sortir du barème. Donc ça crée aussi un contentieux un peu pervers et qui est fair ni pour le salarié ni pour l'employeur. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que ce mouvement balance, en fait, je ne sais pas si ça régule, mais en tout cas, ça a aidé les victimes déjà à se sentir moins seules. Je pense qu'on a réussi quand même à pas mal les sensibiliser sur leurs droits, parce que ce qui est dingue, c'est que le droit du travail, alors que c'est hyper sexy, en fait, tout le monde s'en fiche. Que ce soit les fondateurs de start-up ou les salariés. Je suis toujours hallucinée de voir des gens qui arrivent au bureau, qui ont des bacs plus 15 000, qui ont fait des études de dingue, et qui sont complètement démunis quand il s'agit de leurs droits, alors que ça devrait être, selon moi, de l'éducation civique, de l'éducation populaire. Et pareil, j'ai des patrons de start-up parfois qui m'appellent complètement paniqués. Alors moi, je n'accompagne pas de boîte au quotidien, mais quand j'en parle avec mes copains avocats employeurs, ils me disent mais c'est fou. Enfin, ils ont fait les contrats. Enfin, c'est une boîte qui lève des fonds, etc. Ils ont fait leur contrat de travail avec un truc en ligne, tu sais, automatique. Voilà, du coup, les clauses sont pour la moitié à moitié nues, et ça va leur coûter une blindasse au contentieux. Donc et ça peut tuer une boîte qui se crée. Donc c'est très compliqué. Et puis c'est vrai que dans les startups, tu as aussi le problème qu'il n'y a pas de contre-pourvoir. Souvent, alors parfois il n'y a pas de CSE, il n'y a absolument pas de syndicalisme au sein des startups. Et donc les directions, les dirigeants sont très seuls face à ces problématiques-là. Et souvent, avoir un avocat, un conseil en droit du travail, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Ils sont tellement omnibulés par leur croissance et plein d'autres trucs, et je les comprends. Ils oublient complètement cette partie-là, et le jour où ça leur arrive en pleine figure, c'est vraiment l'effet qui se coule. Et alors du coup, parce qu'effectivement, pour angler un petit peu cet épisode, je reviens sur le titre, comment faire pour ne pas finir sur Balance ta startup, ce que je comprends, c'est
que globalement, on voit qu'il y a des failles dans le système judiciaire. Il est ce qu'il est, hein, c'est quand même complexe, hein, on imagine. Donc, je pense qu'il faut aussi voir ça comme un mouvement, enfin, un système qui évolue. En tout cas, je l'imagine. Je touche du bois pour qu'il soit en pleine évolution, mais pour l'instant, pas pleinement. Hein. Bah oui, ça c'est toi qui sais, effectivement. Donc, toujours est-il que donc il y a une autre manière d'exprimer la réalité de ce qui est problématique dans le milieu startup, à savoir typiquement Balance ta startup. Donc entre autres choses. Si on rentre les deux pieds dans le compte Balance ta startup, toi, qu'est-ce que tu vois qui se répète? Pour le dire très concrètement, lorsqu'une startup termine dans Balance ta startup, concrètement, c'est quoi les motifs? Alors, il y a beaucoup de surcharge de travail. Ouais. Il y a beaucoup de harcèlement moral. Il y a du harcèlement sexuel. Il y a des drogues. Il y a quoi d'autre? Il y a des contrats de BSPCE vraiment pas faire, où typiquement on vire les gens juste avant que les BSPCE soient vestés parce qu'il y a une levée de fonds et qu'ils vont prendre beaucoup de valeur et ils ne vont pas avoir à partager le gâteau après. Donc ça, c'est un truc que je vois régulièrement. Et il y a aussi ce truc que j'ai pu observer qui est l'absence de frontières entre vie pro et vie perso. Et ça peut créer des situations hyper toxiques parce que un salarié qui se fait licencier, alors ça peut arriver hein, que tu t'entendes plus et un départ s'impose, mais pour le salarié, comme toute sa vie c'est devenu la start-up, il y a une adhésion complète au projet, ça peut se révéler être un drame à la fois pro et perso et que ce soit son entier monde qui s'écroule. Et donc ça crée des tensions vraiment qui n'ont pas lieu d'être dans un conflit de droit du travail classique. Et c'est vrai que parfois j'observe quand même que quand ça s'envenime, c'est aussi que l'offboarding n'a pas du tout été géré. Parce que, tu vois, on peut aussi se mettre autour d'une table et discuter d'un départ gentiment et le faire de façon juste. Et ça, c'est un truc que pas mal de boîtes n'intègrent pas à leur culture d'entreprise. Soigner les départs des gens. Alors, si tu le veux bien, moi je vais profiter de t'avoir sur cet épisode et de profiter de ton expertise, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, pour justement expliciter en détail des termes et des situations aux yeux de la loi. Parce que effectivement, si on peut après, j'imagine, se retrouver dans un contentieux pour harcèlement moral, sexuel, je sais pas, travail dissimulé, discrimination, BSPCE qui sont pas faire, tu parlais de licenciement abusif ou de choses comme ça. Ce qui est très compliqué pour nous autres profanes du non juridique, c'est que on essaye de le voir avec des cadres de référence qui sont par nature très souples, très flous, très subjectifs, etc. Moi, ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est que la réalité juridique est soumise à discussion peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas est relativement précise, je l'imagine. Et donc, j'aimerais qu'on puisse profiter pour chacun de ces sujets d'exprimer, en gros, d'un point de vue juridico-légal, qu'est-ce qu'on met derrière ça. En gros, c'est quoi un harcèlement moral, c'est quoi un harcèlement sexuel, c'est quoi du travail dissimulé, c'est quoi quelque chose qui est illégal d'un point de vue BSPCE ou qui est juste pas faire et qui est juste, du coup, quelque chose qui justifie qu'on se retrouve sur Balance ta Startup après. Bref, que tu nous dises un peu réellement ce qui se passe. Ça te va si on les prend un par un ou pas ? Ouais, ça me va. Alors, le problème, c'est que le cadre juridique n'est pas hyper précis. Hein. Donc, tu vas faire de ton mieux. Tu vas faire de ton mieux, ça sera mieux qu'à peu près n'importe lequel d'entre nous, je pense. Donc, mais c'est vraiment, à ce stade-là, vu qu'on l'a bien compris, de toute façon, le système juridique n'est pas hyper adapté à l'heure actuelle, c'est vraiment pour que, à minima, les RH qui nous écoutent, les fondatrices qui nous écoutent, puissent se dire, ça, si vous faites quelque chose qui ressemble à ça, franchement, en vrai, c'est pas OK, quoi. Ouais, donc, c'est pas OK. Puis c'est vrai que la start-up s'interroge quand même sur l'avenir du contrat de travail. Est-ce que notre contrat de travail est complètement adapté à la start-up? Parce que, tu vois, quand tu as une start-up, un truc qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'un salarié peut se retrouver entrepreneur. Un salarié peut avoir un intérêt capitalistique à la boîte. Et donc ça, c'est extrêmement nouveau. Et ça peut être fabuleux. Enfin, tu vois les premiers salariés de Criteo qui sont tous millionnaires aujourd'hui, je crois. Et tu as des super success stories. Et ça peut permettre, quand tu es salarié, de profiter de la dynamique d'une boîte. Donc, moi, je trouve que le cadre juridique aujourd'hui n'est pas adapté à la start-up. Tu vois, le contrat de travail. Après, sur le harcèlement, tu vois, par exemple, si tu prends le harcèlement moral, la définition, c'est
des agissements répétés pouvant entraîner pour la personne qui les subit une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits, à sa dignité ou une altération de sa santé physique ou mentale. Alors, une fois que tu as dit ça, en fait, tu n'as rien dit. Tu vois, parce que, ok, mais qu'est-ce que c'est donc concrètement, c'est la jurisprudence, en fait, donc c'est les décisions de justice qui vont façonner le droit et définir ce qu'est un harcèlement moral. Donc, une surcharge de travail, par exemple, c'est un harcèlement moral. Voilà, ça, voilà. Donc, une mise au placard, c'est un harcèlement moral. Tu as une obligation aussi de donner du travail à un salarié, parce que ce que j'ai pu observer dans certains dossiers, alors pas que de start-up, hein, mais de salariés en général, c'est tu veux faire partir quelqu'un, en fait, tu l'écœures. Tu lui donnes plus de boulot. Tu le rétrogrades. Et ben ça peut être du harcèlement moral. Alors, tu peux avoir forcément, faut faire attention. Moi, je dis aussi aux salariés parfois, attention, là, vous confondez harcèlement et pouvoir de direction. Parce que quand tu es entrepreneur, quand c'est ta boîte, tu as un pouvoir de direction. Donc, tu dois pouvoir réorganiser, te dire cette organisation-là, ça ne marchait pas. Donc, voilà. Mais il faut le faire en bonne intelligence, sans laisser quelqu'un sur le bord de la route. Et si jamais tu as quelqu'un qui ne fit plus, moi, je conseille quand même une bonne discussion autour de son départ. Je pense que tu peux vraiment faire les choses bien. Moi, je suis optimiste par nature et je suis toujours hallucinée quand on arrive au contentieux. Et alors, bah moi, j'ai proposé quelque chose de très pragmatique là-dessus, je sais pas ce que ça vaudrait dans un contentieux, mais je me mets vraiment à la place des RH et des founders qui nous écoutent pour leur donner des outils. Prenons le bout de la chaîne. Si on considère que le harcèlement moral se voit en bout de chaîne par une dégradation de physique ou morale ou une atteinte à la dignité ou une dégradation des conditions de travail, tout ça se monitore très facilement. Il y a beaucoup d'outils, des Picon, des Supermood, des choses comme ça, des Office Vibe qui permettent de savoir où en sont vos collaborateurs, vos collaboratrices, les one-to-one, des choses comme ça. Et effectivement, je pense que c'est un outil qui semble intéressant de se dire non, on n'ignore pas les collaborateurs, les collaboratrices qui ont l'air de sombrer dans une mélancolie, proche du burn-out, des choses comme ça. C'est votre responsabilité en tant qu'entreprise. Parce que oui, tu as raison, Élise, c'est la vie des startups de se reconfigurer régulièrement, et l'hypercroissance en tant que telle, ça n'a rien de très naturel, hein, donc ça peut être assez brutal. Mais par contre, ça peut être intéressant de proposer et de provoquer des discussions de l'ordre de la suite de l'aventure, elle va là. Je peux imaginer que ça te convient plus. Si ça te convient plus, est-ce qu'on peut envisager le virage ensemble et on te donne les moyens de le faire? Et si c'est pas possible, est-ce qu'on peut se quitter bons amis, quoi, quelque part? Tout à fait. Tout à fait, ça devrait se passer comme ça, en fait. Ça devrait se passer comme ça, et parce que c'est vrai que le harcèlement, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai un client qui a fait une tentative de suicide à la suite d'un burn-out. J'ai régulièrement des clients qui sont hospitalisés en psychiatrie. Et tu vois, des gens qui ont un bagage académique et professionnel fou, et en fait qui craquent. Tu vois, j'ai des membres de COMEX qui ont 25 ans d'ancienneté et d'expérience, qui sont des animaux de politique d'entreprise, qui un jour n'arrivent plus à se lever de leur lit, tu vois. Parce qu'il y a aussi une grosse phase de déni chez le salarié où il s'accroche, il n'écoute pas les signaux de son corps et il craque. Et c'est là que ça devient très problématique. Donc, évidemment, la prévention et prendre soin de ses collaborateurs, de leur santé physique et psychique régulièrement, avec les outils dont tu parles, c'est évidemment un excellent moyen d'anticiper les contentieux, parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, tu as une obligation de moyens renforcés, avant c'était de résultats, maintenant c'est de moyens renforcés, de préserver la santé physique et mentale de tes salariés. Et du coup, en fait, quand tu vas aller devant un conseil de prud'homme, moi je vais souvent, plutôt qu'aller sur le terrain du harcèlement, aller sur le terrain du manquement à cette obligation-là, parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans la boîte. Rien. Le salarié, il est alerté, en fait, il alerte, les founders, ils sont un peu en mode on ne comprend pas, on va discuter, puis ça va aller mieux. Sauf qu'en réalité, il faut mettre des choses en place pour le bien-être de tes collaborateurs, et c'est important de pouvoir le montrer pour pas être sur balance, par exemple.
Ok, donc là, petit tour, et je suis obligé d'aller vite pour qu'on les regarde les uns les autres, mais sur le harcèlement moral, quid du harcèlement sexuel? Ça commence où? Ça se passe comment? Enfin, pas que dit la loi, mais en gros, qu'est-ce que toi tu observes qui sont les bords, j'allais dire, du harcèlement sexuel? Alors, c'est imposer à quelqu'un des comportements, et une seule fois suffit, alors que sur le harcèlement moral, tu as besoin d'une répétition. Sur le harcèlement sexuel, c'est des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste. C'est le fait d'imposer ça à ton salarié et qui vont porter atteinte à sa dignité avec un caractère dégradant, humiliant. Et ça peut être aussi un élément de nature à obtenir une faveur sexuelle. Voilà. Donc pareil, ça peut être plein de choses. Mais tu vois, j'ai eu un dossier hallucinant il n'y a pas très longtemps d'ambiance pornographique au sein d'une agence de com. Et régulièrement, j'ai des dossiers, j'ai pas mal de dossiers de harcèlement sexuel. Et je me dis, mais en fait, à quel moment il y a ce sentiment d'impunité par rapport ces, euh, à ces gestes, à ces paroles. Donc c'est dingue, tu vois. J'ai des dossiers où clairement je les écris avec le boss qui crie à sa subordonnée j'ai envie de toi, tu vois, il écrit quoi. Hein. Et je me dis, mais en fait, parce que souvent, le problème de ces dossiers-là, de harcèlement moral ou sexuel, c'est la preuve. Je dis toujours que la preuve, c'est le nerf de la guerre. Hmm. Mais quand un patron commence à écrire des trucs pareils, tu te dis qu'il est complètement déconnecté de tout risque contentieux. Ouais, bah oui, c'est là où tu parlais de la notion d'impunité. Et c'est hyper surprenant, tu vois. C'est hyper surprenant, mais alors, voilà, le harcèlement sexuel, alors la définition a été élargie récemment, donc maintenant tu as les agissements sexistes aussi dedans, mais ça peut être du coup une ambiance sexiste, des blagues sexistes à répétition, ou pas à répétition d'ailleurs, ça va être une gestuelle déplacée, une main sur la cuisse. Tu vois, là, j'avais un patron dans une boîte qui dégrafait les soutiens-gorge dans les ascenseurs de ses collaboratrices. Bon, et tu vois, après, moi, la défense qu'on m'oppose souvent, c'est oui, on n'est pas des Américains, on est des Latins, il y a forcément un peu de séduction dans tous les rapports, où tout est puré. En fait, c'est pas le sujet. Tu vois, j'ai fait un papier d'ailleurs là-dessus sur la drague au bureau, en expliquant que oui, on pouvait toujours draguer au bureau, mais que néanmoins, ça nécessitait un consentement. Enfin, ça me fait un peu rire jaune parce que j'allais dire, quand on s'en retrouve à exprimer le comportement latin que nous, on est, je sais pas, émotionnellement ouvert, ou peu importe, ou en tout cas moins pudique. C'est vrai que quand tu détournes le truc, tu pourrais dire, mais alors le harcèlement sexuel, c'est pas parce que tu harcèles sexuellement dans la vraie vie que c'est mieux. Enfin, Alors, les comportements de drague qui sont pas ok en dehors du bureau ou dans le bureau, ils sont pas ok de toute façon. bah non, c'est pas ok du tout. Et c'est vrai que je suis toujours surprise par cette ligne de défense. Après, il y a un gros problème sur le harcèlement sexuel, c'est qu'en jurisprudence, quand tu as une attitude ambiguë d'une salariée, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Sauf que tu vois, cette jurisprudence, elle, euh, elle a été prise en méconnaissance totale du principe de subordination économique. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de clientes qui sont contraintes de rire un peu aux blagues, de participer, de dire OK, parce que en fait, elles ont peur de perdre leur boulot. Je parle de femmes qui sont précaires, qui sont parfois mamans solo, avec des grosses charges de famille. Tu as des indemnisations Pôle emploi quand même qui sont de plus en plus faibles. Donc ça peut être pas OK de te retrouver au chômage. Et donc, pas mal de femmes qui se disent ça va passer, ça va lui passer, je vais faire le dos rond, je vais un peu rigoler à ses blagues débiles et il va me lâcher, ou bon, il m'a mis une fois la main aux fesses, il va se lasser, et il passera à une autre et ça ira mieux. Mais c'est ça, hein, Alexis, enfin, je Ah t'assure. oui, non, mais je sais, je vais pas faire Dingue. semblant, ça me rend malade. Hein. Et puis, tu as aussi la notion d'emprise. Et tu vois, dans les startups, par exemple, il y a un peu de gourouisation du fondateur. Euh, Et certains en abusent et ont une certaine emprise sur leurs salariés qui leur fait accepter beaucoup de choses.
Et à un moment, cette emprise cesse. Et là, ça peut devenir très compliqué pour le fondateur. Ouais, et alors bon, la raison pour laquelle tu me voyais rouler des gros yeux et être vraiment, enfin, sincèrement choqué par ça, c'est aussi parce que dans notre métier, on s'est déjà retrouvé dans des situations où effectivement, on ouvre un peu, on coach des fondateurs, des fondatrices, et quand on soulève le capot de l'entreprise, honnêtement, on hallucine. Enfin, le côté impunité, je vais donner quelque chose. Alors, je fais attention quand je dis ça parce que les exemples les plus choquants, ils sont à la fois choquants, mais ils sont aussi, ils déconnectent de la réalité et du sexisme ordinaire et du harcèlement ordinaire. Mais moi, j'ai déjà eu une boîte, honnêtement, d'une 20aine de personnes où je crois sans déconner que tout le monde avait couché avec tout le monde. Ouais. Mais comment vous voulez que ça se passe bien à quelque niveau que ce soit à cette base-là? Alors peut-être que je suis vieux jeu, j'en sais rien, mais je pense pas. Moi, j'ai eu une boîte quand même où il y avait un manager qui avait mis enceinte 3 collaboratrices à quelques mois d'intervalle. Après, il était marié, donc voilà, fallait qu'elles avortent. Hein, donc, oui, bien sûr. Et la DRH me disait oui, mais elles étaient consentantes. Je disais oui, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de culture d'entreprise là avec vos open bars et le fait que ce soit hyper toléré que les managers couchent avec X subordonnés sur des labs. Enfin, voilà, il y a un problème de culture d'entreprise quand même qui a soulevé. Voilà, donc tu vois, cette notion de harcèlement sexuel, elle est encore incomplète selon moi. Et il y a beaucoup de travail, donc j'espère qu'on va finir par avoir des jurisprudences plus fermes sur le sujet et avec des niveaux d'indemnisation supérieurs aussi, parce que il n'y a pas de stats sur le harcèlement sexuel. J'aimerais, s'il y a des statisticiens, des startups de la statistique, s'il vous plaît, faites-moi des stats sur le harcèlement sexuel, j'adorerais. Mais les niveaux d'indemnisation sont extrêmement faibles. C'est du même ordre à peu près que le harcèlement moral. Et en réalité, harcèlement sexuel comme moral, les salariés mettent beaucoup de temps à s'en remettre. C'est hyper violent. Donc quand une boîte est condamnée, eh bien, il faut que l'indemnisation soit dissuasive, réparatrice pour le salarié et dissuasive pour l'employeur, pour que ça incite les startups à mettre en place des actions de prévention des risques psychosociaux. Si tu le veux bien, Élise, on mettra ton article sur la drague au boulot dans cet épisode, dans les notes de commentaires, pour qu'on puisse le partager, pour pas te faire redire quelque chose que tu as déjà écrit. Ok, donc ça c'est sur la partie harcèlement sexuel. Quid de la partie BSPCE? Déjà peut-être un petit cours de ce que c'est que les BSPCE et pourquoi il y a certains comportements qui posent problème par rapport à ça. Alors, bon, les BSPCE, c'est un outil capitalistique pour le salarié qui lui permet d'avoir des bons de souscription pour des actions et c'est vesté à temps T, c'est fixé dans le contrat. Donc ça, c'est contractuel entre le salarié et l'employeur. Alors, le problème, c'est que souvent les contrats sont mal faits d'un côté comme de l'autre, donc le salarié est mal défendu dans la rédaction de ce contrat-là. Et comme c'est contractuel, si tu veux, c'est fait entre les parties, donc c'est pas géré automatiquement par la loi. La loi dit pas, voilà, oui, c'est un contrat. BSPCE, voilà, c'est un contrat. Libre à chacun de signer un contrat qui est pas du tout à son avantage. C'est ça. Et moi, ce que je vois pas mal dans les startups, c'est t'as une startup qui commence à cartonner. Les premiers salariés avaient des BSPCE qui valaient pas grand-chose au départ. Ils ont bossé comme des chiens, ils sont énormément investis. Là, revente ou levée de fonds, donc les BSPCE les actions auxquelles les salariés pourront souscrire vont être très largement augmentées en valeur. Et bien là, licenciement des salariés juste avant le vesting ou juste avant la levée, pour pas qu'ils touchent en fait les BSPCE. Enfin, une forte valeur en argent de ces bons de souscription. Petit élément rapide pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ces mécaniques-là. Donc, on parle bien d'une... En général, c'est rarement des actions directement, c'est une promesse d'action. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà, des bons de souscription et de souscription, effectivement. La notion de vesting, c'est une période où les actions sont verrouillées. C'est-à-dire où on ne peut pas en jouir, les revendre, faire quelque chose. La manière dont fonctionnent les entreprises de type startup, c'est que souvent une manière de sortir, donc de revendre ces actions contre de l'argent, c'est souvent dans des nouveaux tours de levée de fonds ou des rachats ou des reventes comme ça. Et ce dont tu parles, si j'ai bien compris, c'est
des failles contractuelles qui permettent à l'employeur de dire oula, bah attends, là, Élise, combien ça fait ces BSPCE si elle sort? Là, t'as 5 millions, pourquoi est-ce que je virerais pas Élise pour tout simplement remettre ça au pot qui va probablement arriver du côté des fondateurs, des fondatrices pour peu que le contrat soit tourné comme ça, c'est ça? C'est exactement ça. Je t'embauche, Alexis, si tu veux. Allez. Non, c'est exactement ça en très simplifié. Donc c'est vrai que et souvent en plus c'est une partie importante dans la négociation de rémunération parce que moi j'ai beaucoup de clientes qui vont accepter une baisse de leur fixe pour aller en start-up parce qu'elles vont avoir ces BSPCE, cette entrée au capital possible et devenir aussi entrepreneurs. Donc elles vont faire un pari entrepreneurial en baissant leur rémunération de base. Et donc nous après, quand il y a des comportements fautifs à ce niveau-là d'employeurs, eh bien on va aller devant le conseil de prud'homme pour demander une indemnisation au titre de la perte de chance des actions. Donc là, ça devient un peu compliqué techniquement et c'est pas encore bien indemnisé par les juridictions. Mais c'est vrai que tu as cette partie-là qui va tendre les parties. Et alors, je saisis ça et ça va faire le lien vers le chapitre d'après de cette interview, pour peu que ça fonctionne en chapitre. Ce qui a attiré mon attention, c'est ce que tu parlais d'une forme d'amateurisme, en fait. Donc, j'imagine qu'il y a des cas de figure dans lesquels c'est réfléchi à l'avance pour les fondateurs et les fondatrices. J'en suis même pas sûr, mais en tout cas, peut-être que c'est possible. Mais ce que j'ai l'impression que tu me décris, je veux bien ton avis là-dessus, c'est que en fait, c'est juste que c'est des contrats qui sont pas assez robustes au démarrage, ni pour une partie ni pour l'autre, et que c'est juste par l'appât du gain au moment d'une sortie possible que les fondateurs et les fondatrices se disent ah tiens mais en fait si je tournais les choses dans un sens ou dans l'autre, je pourrais faire augmenter mon capital en fait. C'est un peu ça que je comprends. Donc en fait, c'est de la faute à personne quelque part. Après, si c'est malvenu, c'est malveillant de la part de l'employeur, mais comment tu décrirais ça? Bah alors, moi, j'ai pas vraiment la partie employeur. Hein. Ça faudrait que tu demandes à une de mes consoeurs ou un confrère comment c'est élaboré, comment c'est vécu niveau entreprise. Mais moi, niveau salarié, j'ai des salariés qui, au moment où ça se passe mal et où ils se font virer, me sortent leur contrat de BSPCE et parfois je fais un petit test, je leur dis alors, il dit quoi votre contrat de BSPCE? Ah ben je l'ai jamais lu. Ah bah très bien. Ok, voilà. Et donc là, après c'est un peu la douche froide. Ah oui, donc si je me fais virer, j'ai pas droit. Ouais. Voilà. Donc, ceci explique cela en fait. Donc oui, il y a un amateurisme côté salarié, et puis parfois côté employeur, parfois c'est mal fait aussi. Et c'est souvent des modèles qui repiquent aux copains. Pareil pour les contrats de travail, tu vois, un truc qui est très mal fait, ce sont les clauses de forfait jour et les suivis de temps de travail. Ça, c'est ce qui est pour moi un gros levier contentieux et de négociation dans des dossiers salariés. Donc, tu vois, la clause de forfait jour qui est nulle dans pas mal de cas parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Bon, bah, c'est très bon côté salarié parce que du coup, tu peux demander 3 ans de rappel de salaire sur les heures sup, puisque du coup, la clause tombe et donc tu es censé être aux 35 heures. Donc, c'est pas mal. Donc, tu vois, c'est des écueils quand même. Voilà. Alors ça, cet écueil-là sur les heures sup, moi, il me va bien. Hein. Oui, j'imagine bien. Mais alors d'ailleurs, moi, ça sera peut-être un autre chapitre avant de passer à la partie d'après qui m'intéresse. Le temps de travail. Donc, c'est une des raisons, si j'ai bien compris, de contentieux ou en tout cas de boîtes qui finissent sur Balance ta startup. Là, je joue à fond mon rôle d'ignorant. C'est la réalité. Hein. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? Parce que c'est une réalité, en start-up, le niveau d'intensité du travail est plutôt élevé en règle générale. Maintenant, quand on est salarié, qu'est-ce qu'on peut demander à ses salariés, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à ses salariés et dans quelles conditions? Alors, bah, tu es obligé de ménager des temps de repos, hein, déjà, Ouais. repos journalier obligatoire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les startups. Tu es obligé aussi de t'assurer que la charge de travail de ton salarié est OK. Qu'il arrive à combiner vie perso et vie pro. Et puis, tu dois surveiller ça. C'est ta responsabilité d'employeur si tu as un salarié qui fait un burn-out. Tu vois. C'est toi qui dois vérifier que ton salarié n'est pas trop sous pression, que tu lui demandes pas de faire des nocturnes tout le temps. Voilà.
Et c'est pas parce que tu es en forfait qu'un salarié est cadre au forfait jour qu'il est corvéable à merci que ça te décharge complètement de cette obligation-là. Ok, eh ben, écoute, moi ça me va bien, si pour avancer de plus en plus vers comment est-ce qu'on fait pour ne pas terminer sur Balance ta Startup, lorsqu'on remonte au niveau des causes, en général, qu'est-ce qui explique ces situations? Ça, c'est une partie qui, moi, me questionne beaucoup et qui m'intéresse énormément, parce que l'idée, c'est de remonter sur qu'est-ce qui s'est passé. Je vais te donner, et tu seras toute libre de ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, je veux dire ce que nous, on voit chez Yaniro. Je vois un niveau très bas de dirigeantes et de dirigeants qui sont malveillants. Il y en a, hein. Il y en a, mais j'en vois très très peu. Des gens qui se disent vraiment j'en ai rien à foutre de mes collaborateurs, ils sont corvéables à merci, je prends ce qu'il me faut, etc. Il y en a, mais c'est pas la majorité. La majorité que je vois, c'est des gens qui sont incroyablement dépassés par les événements. Et qui, en fait, en n'ayant pas mis l'humain au centre, se retrouvent dans des situations de l'horreur, avec des managers pas formés qui, du coup, exploitent leurs équipes sans même s'en rendre compte, qui ne fixent pas certaines choses. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est quand on remonte au niveau des causes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, forcément, j'ai un prisme très différent parce qu'on vient de voir quand ça va pas du tout. Oui. Voilà. Alors, même quand ça va pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça va pas du tout, mais par ailleurs, je te rejoins sur un point, c'est que déjà, moi, j'aurais pu me faire jeter des tomates à Vivatech, notamment quand je fais une intervention sur le travail dans les startups, etc. Et en réalité, je suis très suivie et très soutenue. Et j'ai eu plein de messages super sympas à des moments où les choses ont été compliquées, de patrons de startups et qui me disaient que ce qu'on faisait et que ce mouvement était vraiment bénéfique. Et puis, je suis appelée régulièrement par des startups qui veulent que je les aide à prévenir ces risques psychosociaux. Donc, je trouve ça... il y a quand même une volonté de certaines startups, évidemment, de faire mieux. Et en plus, tu vois, la startup, c'est aussi un lab RH incroyable. Oui, tout à fait. Donc, c'est assez fascinant à observer et tout n'est pas acheté, loin de là. Mais quand ça va mal, alors soit c'est systémique, c'est-à-dire que la boîte est tellement en hypercroissance, tellement en stress que c'est répercuté sur le management et que tout le monde en souffre. Et en fait, je pense que les patrons sont tellement dans les choux qu'ils se rendent même plus compte. Et ils se disent que l'effort est à fournir sur un temps T et qu'ensuite ça se calmera et puis qu'ils vont embaucher, etc. Mais ils sont un peu dépassés par les événements. Donc ça, c'est un truc que j'observe. Et il n'y a pas forcément de malveillance. C'est juste qu'on fait comme on peut. Et tout le monde a vocation aussi, dans une start-up, à parfois être couteau suisse, ce qui ne convient pas à tous les salariés. Donc ça peut être compliqué. Après, tu as aussi un cas fréquent, c'est le caillou dans la chaussure. Et ça, on l'a déjà vu, Alexis, hein, toi comme moi, c'est le manager toxique. Ouais. Et tu mets un peu de temps à le repérer. Et une fois que ça arrive, c'est quand même ta responsabilité de boîte. Sauf que toi, tu as délégué le management à une personne toxique. Et c'est là que toi, en tant que patron, qu'entreprise, tu dois avoir les bonnes réactions face à une dénonciation de fait de harcèlement moral ou sexuel ou de discrimination. Et en fait, la plupart des patrons de start-up savent pas du tout réagir, sont pas formés, pas habitués, et du coup, ils mettent du temps. Et le temps, c'est de la souffrance. Et c'est aussi ce qui va faire que le contrat de confiance avec le salarié va être rompu. Parce qu'il va se dire, en fait, ils en ont rien à faire de ce que j'ai dit. Et en fait, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, c'est qu'ils savent pas quoi faire. Et ils sont complètement bloqués dans leur situation. Et le salarié se sent abandonné. Et le risque contentieux, il est là aussi. Donc, il y a ça. Et alors, attends, juste sur le management toxique, toi, forcément, tu vois l'histoire du côté des employés, des salariés. Est-ce que tu sais, alors si tu sais pas, c'est pas grave, mais en tout cas en intuition, dire ce qui relève de personnes qui sont vraiment j'allais dire malheureusement, des personnes où c'est dur de leur trouver des excuses, quoi. Il y a des personnes, on a parlé beaucoup des pervers et des perverses narcissiques qui peuvent malheureusement faire des dégâts énormes dans le monde du travail et en général dans les organisations. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à de l'amateurisme? Moi, je te pose la question en toute naïveté parce que j'observe un amateurisme en management en start-up qui est hallucinant.
Ah Euh, oui, mais moi je suis quasiment sûre qu'avec de bonnes formations en management, tu pourrais éviter des tonnes de dossiers de harcèlement. ouais. C'est Donc on évident. retrouve le même rapport qu'au niveau des patrons et des patronnes, c'est Bien il y a des cintrés, il y en aura toujours, en sûr. petit comité, et des personnes qui se retrouvent dépassées par les événements, qui gèrent pas, qui sont amateurs et qui mettent pas le regard au bon endroit, quoi. Ouais, non mais ça c'est évident. Je pense qu'il n'y a rien de plus dur que le management. Euh, c'est très compliqué, surtout que personne n'est formé à ça. Donc forcément, il y a des maladresses qui peuvent se vivre comme des agressions, surtout dans un contexte de professionnel, de grand stress, d'hypercroissance. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai qu'agir en amont, c'est aussi former ses managers, je pense. Parce que c'est pas parce que tu es bon techniquement que tu sais manager, en fait. Et ça, en France, on fait un peu trop le raccourci. L'évolution professionnelle, c'est nécessairement d'avoir du management. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas forcément envie d'être manager, qui sont dépassés par la situation, qui n'ont pas d'aide, pas de ressources. Et ça peut faire de gros dégâts. Donc en fait, si tu veux, il faudrait à la base que le cadre soit clair. Euh, le cadre d'action, le cadre contractuel. Dès que tu as des docs clairs et des méthodes de travail claires, à mon avis, tout peut aller mieux. Donc c'est ce que tu disais sur les premières causes que tu vois assez souvent, donc la pression de l'hypercroissance qui se répercute aux différents endroits de l'organisation et qui est mal gérée parce que pas les moyens, alors que c'est des moyens qui sont censés être mis en place pour le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices et leur santé mentale et physique. Tu parlais du rôle que les managers peuvent jouer là-dedans. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme cause qui remonte souvent? Il y a deux, trois choses qui ont attiré mon attention que tu as dit avant, mais j'aimerais voir si ça va ressortir là. D'autres choses. Ouais, par exemple, tu as beaucoup parlé de la frontière vie pro, vie perso, tu as Ah ouais, parlé de l'alcool et des drogues. Enfin, moi, c'est des choses. ouais. C'était un peu furtif, mais Oui, vu que oui, ça fait un c'était peu un peu écho avec des faussé. choses qu'on voit, je me demande si ça ressort là, quoi. Ça me renvoie à des dossiers, mais tu vois, j'ai eu notamment dans des startups des histoires d'amour entre fondateurs et salariés. Euh, et au moment où l'histoire d'amour se termine, t'as un licenciement. Yes. Yes. Voilà, donc ça par exemple, tu vois, c'est compliqué et est-ce que c'est justifié, tu vois, et ça commence souvent par une mise à l'écart, évidemment. Euh, donc ça peut poser question. Donc ça, c'est un truc qui revient. Et puis sur les drogues, c'est l'environnement festif. Tu vois, l'open bar, les pots, les pots après les charrettes. Et c'est tu vois quand on dit souvent, enfin le slogan de Balance ta startup, c'était un baby food c'est bien, droit du travail c'est mieux. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est que comme c'est une ambiance un peu faussement cool, mais que moi je qualifierais parfois de précaire, parce que justement cadre flou, eh bien tu vas avoir cette frontière extrêmement poreuse entre les deux vies et des salariés qui sont souvent jeunes, qui n'ont pas encore de famille et qui vont passer toute leur vie dans la start-up, qui vont se mettre en couple au sein de la start-up, etc. Et quand ils sont virés, écartés, mis à l'écart, ils deviennent un peu parias aussi au sein de leur groupe d'amis. Et ils se Oui. retrouvent extrêmement seuls. Ouais, parce qu'il y a tous les œufs dans le même panier. Donc, C'est ça, exactement. mais est-ce que je pense que la notion, enfin, je vais pas parler à ta place, mais en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu dis, et tu me diras ce qu'il en est, mais c'est que l'idée, c'est pas de déformer le propos en disant bon bah faut plus s'amuser, l'amour n'a pas sa place au travail ou quoi que ce Pas du tout. soit. C'est plutôt, tu disais, la notion de l'importance du cadre et que par nature, vu qu'une startup ça sort du sol, le cadre tant qu'il n'est pas construit, il n'existe pas. Donc c'est de l'importance de le construire en réalité. Bien sûr, et puis je pense que tu as vraiment, quand t'es patron, ont besoin de ressources extérieures pour t'aider justement à fixer les cadres, à avoir quelqu'un qui a du recul sur ton activité, sur ton management, sur la façon dont le travail s'organise au sein de ton entreprise. Euh,
Parce que parfois, quand tu es dedans, tu n'as pas le recul nécessaire pour voir qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et c'est là que c'est le nid un peu du harcèlement systémique. Donc, je pense que c'est hyper important cette notion d'équilibre et de cadre. Alors, et pour vraiment atterrir là-dessus de la manière la plus concrète possible, je suis fondatrice, je suis RH, je suis manager, donc c'est différents endroits de l'organisation, mais j'entends cet épisode et je me dis, ok, j'ai envie de faire ce que je peux pour ne pas me retrouver dans ces situations, parce qu'on a bien compris que c'est le genre de choses qui vont arriver, même si on pense pas à mal, parce que c'est juste, c'est systémique, comme tu disais. C'est quoi les meilleures pistes d'action concrètes qu'on peut mettre en place pour justement éviter de se retrouver dans ces situations? Alors déjà, quand tu es une start-up, c'est de prendre un avocat qui fait du droit du travail. S'il vous plaît, arrêtez de prendre un avocat qui fait un peu tout, mais qui n'est pas vraiment très spécialiste dans un domaine. Faites-vous accompagner d'un avocat spécialiste en droit du travail. Ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est vraiment vous former, vous interroger, prendre du recul et donner des outils à vos salariés, aux managers, pour les sensibiliser à ces questions de harcèlement moral, sexuel, discrimination. Donc, faire de la formation interne, ça me semble nécessaire, et faire des actions de prévention des risques psychosociaux intelligentes. Et puis, c'est aussi réfléchir en amont à ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. Quel est le cadre comportemental qu'on donne à nos managers, et quelle est la sanction si on dépasse ce cadre? Comment ça se passe? Et anticiper ça. Parce que y a aussi beaucoup de startups qui sont complètement dans les choux quand il y a un harcèlement sexuel. Je pense à une startup quelqu'un qui a été victime de harcèlement sexuel, qui va alerter les patrons. Et les patrons, bon, ils sont complètement dépassés, puis ils veulent réagir tout de suite parce qu'ils sont scandalisés. Et ils sont vraiment de bonne foi. Hein. Du coup, ils vont remettre en main propre dans un bar à côté de la start-up une dispense d'activité, truc qu'il ne faut pas faire en fait. Alors que là, si on avait un avocat qui connaissait ça, on peut l'appeler en disant qu'est-ce que je fais. C'est ça. En fait, c'est avoir le réflexe avocat et d'urgence, et qui connaît un peu votre boîte et qui va pouvoir vous aider à réagir à ce moment-là. Je pense que c'est important. Et je prêche pas pour ma paroisse parce que j'accompagne pas de boîte, hein, mais en tant qu'avocate de salarié, je pense que c'est nécessaire, et que ça permettrait de réduire aussi largement les contentieux entre employeurs et salariés. Rien que d'être sensibilisé, d'avoir un cadre clair entre le salarié et le patron. Et tu recommanderais des outils, des prestataires, des partenaires sur la formation? Parce que tu as utilisé un mot-clé qui est très important, c'est le mot-clé de RPS, risques psychosociaux, parce que si vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, ça peut être une manière un bout par lequel le prendre. Parce qu'en fait, en réalité, une partie de ce dont on est en train de parler, c'est d'éviter les risques psychosociaux chez les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, comment on fait pour faire ça? Donc, avocate droit du travail, très bien. Quoi d'autre? Moi, tu vois, j'accompagne pas de boîte. J'ai pas de. Oui, c'est vrai. Tu n'ai pas de prestataire ou d'outils à te donner, parce que j'ai pas de recul sur ce qui marche ou ce qui marche pas. Moi, quand on vient me voir, c'est que ça marche pas. Et généralement, quand on vient me voir, c'est que rien n'a été fait, ou quasiment, ou qu'il y a eu le caillou dans la chaussure qui est sorti du cadre. Mais du coup, il faudrait plutôt que tu poses cette question-là à l'un de mes excellents confrères ou consoeurs, avocats, employeurs. Je pense que ce serait hyper intéressant qu'ils donnent ces tips de prévention des risques psychosociaux. Moi, si tu veux, à part te dire qu'il faut mettre des actions en place, les outils concrets qui existent, je sais qu'il y a des tonnes de trucs sur le marché, je suis souvent contactée d'ailleurs pour y participer, et d'ailleurs je réfléchis à moi donner des formations en entreprise. Je voulais pas le faire pendant longtemps, et là je me rends compte que ça pourrait être un bon outil de prévention du harcèlement, des violences au travail en amont, parce que je suis souvent frustrée dans mes dossiers de voir qu'on aurait pu trouver une solution RH, et on en arrive à se détester, à se faire la guerre, et c'est triste.
Donc j'ai pas de. Je vais me jeter à l'eau au moins parce que à force, il y a certaines choses Toi, que je pense que tu connais mieux que moi en plus. Bah ouais, du coup, si tu m'autorises à faire une petite liste pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, avocate, spécialiste droit du travail, je peux pas aider, mais je pense que Élise, un petit message à Élise pourra peut-être sûrement vous aider. Sur la partie risques psychosociaux, dans des solutions qui sont très intéressantes, je pense à tous les outils et les plateformes qui sont holistiques et très sérieuses comme Mocacare ou TIL, qui permettent de travailler sur la santé mentale de ses salariés, de faire de la prévention et de les outiller pour qu'ils soient en autonomie par rapport à ça, pour éviter justement qu'ils se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Vous pouvez également regarder du côté parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais sur la discrimination à l'embauche et globalement tout ce qui est autour de diversité et inclusion, l'excellent cabinet Gloria, qui permet de sensibiliser des personnes, enfin vraiment l'entreprise là-dessus. Et après, il y a juste, c'est presque un état d'esprit, un mindset, ou je sais pas trop comment dire ça. En tant que fondateur, fondatrice, si vous êtes à cet endroit-là de l'organisation, si vous êtes RH ou manager, c'est plus compliqué, gardez en tête que l'hypercroissance, c'est tellement antinaturel que c'est un jeu de variables d'ajustement. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention à quelque chose, ça va être la variable d'ajustement du système pour que ça tienne, vu que c'est monstrueux comme mouvement. Et ça, c'est valable pour la santé de vos salariés et la vôtre. Donc, si vous ne faites pas attention à votre santé, c'est vous qui allez claquer en route, c'est à peu près certain. Si vous ne faites pas attention à la santé, à la gestion des risques psychosociaux et au bien-être de vos salariés, ça va être obligé d'être la variable d'ajustement. Et vous n'aurez pas fait exprès, mais vous allez vous retourner un jour en disant « mince, je suis un salaud de patron ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut y penser très très tôt. Sur la formation des managers et l'accompagnement des managers, évidemment, Yaniro, un cabinet de qualité pour accompagner les top managers en coaching et les managers en formation. Évidemment. Sur la diversité et inclusion, je recommanderais aussi Maria da Silva, oui, qui fait un travail exceptionnel, que je trouve incroyable. Donc, j'adore toutes ses interventions. Et j'ai pu faire la groupie, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps chez les experts de Welcome to the Jungle qui a fait une petite fête. Et elle est géniale. Donc voilà. Ah oui, et dernière petite pratique aussi, de mon côté, et après je te laisse la parole, mais sortez de votre petite bulle. Parce que le milieu startup, ça peut être tellement un entre-soi de sa propre boîte ou du milieu startup qu'on voit plus clair sur ce qui est OK, ce qui n'est pas. La boîte dans laquelle tout le monde couchait avec tout le monde, c'était une boîte où ils passaient tout leur temps ensemble. Et on perd un peu pied sur ce qui est OK, ce qui n'est pas. Donc, passer un peu de temps à l'extérieur d'une manière ou d'une autre, ça fera pas de mal, je pense. T'avais quelque chose que tu voulais rajouter, Élise ? Je crois que je t'ai interrompu. Écoute, non, c'est absolument parfait. Tu as aussi, tu vois, des lignes d'écoute, des trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Mais moi, pendant quelques temps, j'avais très envie de monter une legal tech de prévention des risques psychosociaux, mais j'ai pas eu le temps et pas l'énergie parce que j'ai déjà un travail, il y a pas mal de trucs. Mais s'il y a des start-upers qui ont des envies, lancez-vous là-dedans. Il manque encore quelque chose qui existe avec une vraie brique légale. Voilà. Ça vient du côté RPS pur et dur, je parlais justement de TIL et Mocacare, mais je pense que le message de la partie legal est intéressant. Ok, bon, écoute, on a fait un bon tour, hein. Je pense qu'on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais il faut respecter un peu le format et on le fait bien volontiers. Donc je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ? On a envie de parler avec toi, on a envie de te contacter pour en savoir plus. Attention, je rappelle, vous l'avez bien compris, Élise au quotidien est plutôt du côté des collaborateurs, des collaboratrices que des employeurs, mais il n'empêche, comment on fait ? On te contacte comment ? Alors on me contacte par mail, si on veut. Oui. On peut me contacter sur LinkedIn aussi. Alors sur Insta moins parce que je reçois 150 000 messages et que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Donc je vois plus mes LinkedIn ou mes mails. Puis on peut m'appeler aussi à mon bureau. Je réponds. Toi tu m'avais contacté sur LinkedIn, tu vois, je t'avais répondu. Absolument. C'était l'histoire, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Je vais être honnête, je ne m'en souviens plus, mais quelqu'un qui a dit il faut absolument que vous fassiez un épisode sur comment ne pas finir sur Balance ta Startup. La fondatrice de Balance ta Startup étant évidemment anonyme, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté Élise, qui m'a répondu très rapidement avec beaucoup de gentillesse. Donc c'était facile.
C'était facile. Oui, non, donc non, mais je suis assez facilement joignable quand même. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Alors, il y a ton livre, évidemment, mais tu peux peut-être en parler rapidement quand même dans les grandes lignes et aussi d'autres. Ouais, si tu veux, mon livre, c'est un peu l'aboutissement de ce combat pour l'accès au droit. C'est un vrai engagement militant pour moi, de rendre le droit du travail accessible aux salariés. Mais il sert pas mal les employeurs. D'ailleurs, je suis sélectionnée pour être prix du livre RH. Je suis dans les finalistes du Monde Sciences Po. Donc, ça veut dire que mon livre va être lu par des DRH. J'ai très peur. Je stresse. Et puis, oui, alors livre, je recommanderais bien volontiers le livre de Thibaut Brière qui s'appelle Toxic Management, qui est vraiment intéressant. Et puis, le livre de Laetitia Vito, En finir avec la productivité, que je trouve très, très intéressant sur le monde du travail. Voilà, donc ça, c'est un peu mes chouchous de bouquins. Et les podcasts, alors moi j'aime beaucoup les podcasts d'avocats parce que ça m'inspire forcément et voilà, donc là-dessus je recommande Fleur d'avocat, mais je sais pas si ça va intéresser tes auditeurs, mais moi je trouve ça cool. Et qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Non, mais c'est déjà très bien, hein. C'était des options, livre, podcast ou blog. Là, on vient d'avoir un podcast sur la partie juridique et des livres, dont le tien. Moi, ça me semble très bien. Du coup, la question rituelle de l'outil préféré, on a parlé du fait qu'il y a des choses à faire en legal tech et qu'on l'a pas fait. Du coup, si c'est pas un outil, c'est quoi? C'est un bon avocat? Ah oui, évidemment, un bon avocat en droit du travail qui a l'habitude de défendre des entreprises et qui va apprendre à bien vous connaître et qui va devenir assez rapidement l'un de vos contacts les plus précieux. Voilà. Et enfin, tu connais notre tradition, on l'aime beaucoup, cette tradition de passage de micro à défaut de passage de flambeau. Si tu es à ma place, qui est-ce que tu invites? À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode? Alors déjà, moi, j'avais Stéphanie Fraise en tête. Du coup, je me précipitais pour écouter son podcast parce qu'elle est déjà passée et je ne l'avais pas vue. On te salue, Stéphanie. Sophie Baudin, qui est la présidente de Lilo, qui est absolument incroyable. Et donc, je la recommande parce qu'en plus d'être géniale, elle porte un projet, une start-up éthique et avec pleine de sens. Et que voilà, elle a une vision de la start-up verte qui est super intéressante. Et en plus, c'est une femme. Et peu de femmes quand même en start-up dirigeantes. Donc, à l'ego, la parité, Alexis. Oui, tout à fait. On fait vraiment attention sur ce podcast à la parité autant que possible. Mais en tous les cas, tu es la bienvenue. Élise te confiera le micro et le casque en partant. Donc, si tu souhaites venir faire un épisode, tu es la bienvenue. Élise, c'était un plaisir. Moi, j'ai adoré pouvoir te poser toutes ces questions et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre. J'espère que cet épisode va faire partie des nombreux épisodes qu'on pourra se repartager encore et encore en disant voilà, ceci est le point de départ si vous voulez commencer. Et puis moi, il me reste plus qu'à te souhaiter un bon week-end parce que c'est bientôt le week-end pour nous. Et puis à une prochaine fois. Oui, bon week-end Alexis, c'était super. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi.